Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans votre magazine Questions d'actualité. Nous recevons pour vous le professeur Isaac Jean-Claude Tshilumba Moussaou. Il est premier vice-président de l'Assemblée nationale et haut cadre de l'UDPS. Il a été élu donc à Luisa. Nous sommes dans la province du Kasaï central. Donc c'est l'élu de Luisa dans la province du Kasaï central. Avec lui, nous allons donc débriefer sur les derniers développements de l'actualité sécuritaire et même politique en République démocratique du Congo. Professeur, bienvenue. Merci. Et surtout, merci de l'honneur que vous nous faites en venant dans nos studios pour échanger justement sur la situation sécuritaire et même sur les aspects politiques de la vie de la nation sur ce plateau. Professeur, des sanctions ont été prises contre certains dirigeants du Rwanda, notamment certains officiers généraux de l'armée rwandaise, des sanctions également contre quelques dirigeants du M23, la résolution 2773 qui a été votée dernièrement au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que les lignes sont en train de bouger sur le plan sécuritaire en RDC? Résolument, les lignes bougent. Vous savez que ici à la RTNC, il vous est arrivé de perdre un directeur général parce que tout simplement il avait osé citer le nom du Rwanda et de Paul Kagame comme agresseur du Congo, vous le savez. Vous voulez parler de Nkolomoni? Bien sûr, parce que nous avons fait affaire à un État voyou, à un dirigeant impénitent qui s'est imposé sur nous comme un personnage sanctuarisé pendant bientôt 30 ans, alors qu'il n'a fait que baigner dans le sang des Congolais de manière tout à fait impunie. Cette fois-là, et c'est la première que grâce à un dirigeant clairvoyant, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a pu pointer du doigt l'agresseur et dire qu'il est agresseur, bien sûr avec ce que vous pensez être les conséquences qui pouvaient en advenir. Autrefois, lorsque nous avons été une préfecture rwandaise ici, et qu'on ne pouvait pas citer le Rwanda. Donc, les lignes ont bougé radicalement. Nous avons pu atteindre le but au plan diplomatique pour la première fois depuis que Paul Kagame tue, assassine et viole au Congo. Le monde a eu désormais le courage de l'avouer grâce à la ténacité du président Tshisekedi que le Congo était effectivement agressé par le Rwanda et que une partie importante de nos richesses ont été exploitées gratuitement par pillage depuis plusieurs années et pendant surtout les 22 ans du régime AFDEL. Donc c'est la reconnaissance pratiquement de la régression rwandaise en République démocratique du Congo. Beaucoup de pays ont gelé leur aide vis-à-vis du Rwanda. J'ai fait allusion ici à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne. J'ai fait allusion également au Canada. Donc beaucoup de pays, notamment occidentaux, sont en train de prendre des sanctions, des mesures contre le Rwanda. Mais même si la France a porté la résolution 2773. À titre individuel, nous ne sommes pas vraiment la France prendre des sanctions comme l'a fait par exemple la Belgique. Bon, bien que c'est la France qui ait proposé cette résolution. Les évidences sont là. Cette fois-ci, ça a été très difficile à nier et que nous le savons. On sait aussi que il y a beaucoup d'acquaintances ces dernières années entre les successifs gouvernements français et le Rwanda, la rente génocidaire qui a créé une sorte de jeûne dans le chef des dirigeants français qui, d'une certaine manière, se sont toujours reconnus un peu coupables et qui tentent par tous les moyens francophones et autres à réparer ce qu'ils estiment être le tort, alors qu'il n'en est rien de ce que le Congo et les Congolais ont vécu comme atrocité depuis ces dernières 30 ans. Je pense qu'il est fait désormais appel au courage des dirigeants français, au courage et à l'audace que de grands dirigeants de la France devraient avoir face à un régime criminel comme celui qui occupe le Rwanda actuellement. Et moi, je suis convaincu
que la population française, l'opinion publique française finiront par avoir raison des réticences. Je sais que la France a franchi des pas très très importants, une frange importante, si pas la majorité des élus français pensent qu'il n'est plus temps du silence parce que les faits sont tellement patents qu'il faut que la France s'exprime et agisse. Je crois qu'elle va agir parce qu'en démocratie, lorsque cela est demandé par ceux qui détiennent le pouvoir souverain, les élus du peuple, il faut qu'on le fasse. Nous pouvons toujours, à un niveau donné, souligner les avancées. Moi, j'ai eu à plusieurs reprises à échanger avec de responsables politiques français, y compris l'ambassadeur français ici à Kinshasa. Je reste convaincu que la raison retournera dans cette maison-là. C'est une France que nous connaissons souvent et toujours proche de ceux qui souffrent et proche des règles internationales établies. Elle va s'insérer dans le jeu. Oui, professeur Jean-Claude, l'actualité, c'est aussi cette rencontre au sommet entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame, à l'invitation de l'émir du Qatar. Les deux chefs d'État se sont rencontrés, c'était une grande première, et ça fait encore parler aujourd'hui, une rencontre qui a été sanctionnée par un communiqué conjoint, un communiqué qui a été signé justement à l'issue de cette rencontre, sommant justement les deux parties à observer une trêve, mais ce cessez-le-feu n'est plus respecté aujourd'hui. Il était temps pour nous d'extirper tous les prétextes. Le Rwanda tente de se cacher. Il était temps pour nous d'extirper tous les prétextes FDLR, les prétextes exactions contre les Tutsis, les prétextes refus de dialogue, parce que ceux qui meurent, ce sont les nôtres, c'est pas les Rwandais. Alors, c'est une ligne diplomatique assez limpide qui consiste à vider, à lider tous ces prétextes derrière lesquels le Rwanda s'est souvent caché, et vous avez désormais entendu de plus en plus au Conseil de sécurité des Nations Unies des grandes nations, par exemple, utiliser des termes prétextes lorsqu'ils évoquent les arguments fallacieux soulevés par le Rwanda pour agresser le Congo et tenter de maintenir l'accaparement des minerais de la RDC qui ont été comme ça bradés par les régimes successifs de l'AFDEL depuis 1997. Et cette fois-là, nous sommes en train de rencontrer les demandes, les exigences, entre autres la communauté internationale, du dialogue, de questions qu'on a citées ici, de fameux FDLR, parce qu'on me dit que le plus jeune de ces FDLR aurait 65 ans. Donc imagine à cet âge-là comment un individu peut prendre les armes et se battre contre un régime tyrannique comme celui de... Donc c'est un faux fuyant, la question c'est des faux fuyants. Nous sommes désormais engagés dans l'optique d'extirper tous ces prétextes et de voir désormais qu'est-ce que Paul Kagame aura encore à dire pour prétendre avoir la main basse sur le minerai. Professeur, s'il y a eu Doha 1, on peut estimer qu'il y aura aussi Doha 2. C'est, comme je vous ai dit, des questions d'options diplomatiques et d'opportunités. Nous les examinerons au fur et à mesure. Si le besoin est de parvenir à la paix, pourquoi pas. Mais ce qui est le plus important ici, c'est de voir qu'il y a des obligations qui ont été imposées aux partis, bien identifiées dans cette crise. Il s'agit du Rwanda face à la RDC. Il n'y a pas d'intermédiaire possible. La communauté internationale des États dans son ensemble a reconnu que c'est le Rwanda qui fait la guerre et que plus récemment, vous avez suivi les dénonciations à la réunion du Conseil de sécurité avant-hier où on révélait par exemple que la moitié de l'armée rwandaise est sur le territoire congolais. Et justement, il a même été demandé des États-Unis de prédation et de pillage des minerais. Les États-Unis, excusez-moi professeur, les États-Unis ont sollicité auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies que le mandat de la MONUSCO soit renforcé. Bien évidemment, c'est des étapes. C'est des étapes lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies agit, et c'est déjà une très bonne chose parce que là, la première résolution de cette crise a été fondée sur le chapitre 7, qui est le chapitre de la contrainte. Lorsque vous lisez la charte, on vous dit le Conseil de sécurité constate
une menace à la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression et propose quelles mesures prendre. Ces mesures peuvent évoluer de mesures tout simplement diplomatiques, des embargos, de sanctions qui ne fassent pas appel à l'intervention militaire jusqu'à cette dernière hypothèse. Ça restera dans les concepts que définiraient les Nations Unies s'il faut aller vers la solution définitive. Ici, le problème, c'est de voir que quelque chose a commencé très important. La guerre, elle est violente, les atrocités sont insoutenables et que les termes utilisés par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans la première résolution sont déjà assez conséquents. Et j'imagine que il y a nécessité que cela s'accélère vers des résolutions beaucoup plus robustes, drastiques et beaucoup plus contraignantes qui peuvent aider que cette situation prenne fin et prenne fin définitivement cette fois-là. Professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, je rappelle que vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale et au cadre de l'UDPS. Je voudrais avoir votre commentaire, comment ça c'est à titre personnel, avec la sortie médiatique d'un congressman américain, Ronny Jackson, qui n'a pas ménagé du tout la République démocratique du Congo. Pour reprendre ses propres termes, la RDC n'a pas de capacité pour faire face à cette guerre. C'est un point de vue d'un homme mal informé sur ce qui se passe au Congo. Il a été ici, nous l'avons reçu au plan protocolaire. Il n'a peut-être pas comme personne invitée à découvrir. Nous n'avons pas voulu l'influencer. Il fallait qu'il prenne tout son courage pour s'enquérir de ce qui se passe ici. La RDC que dirige Félix Tshisekedi n'est pas la RDC qui a été dirigée par télécommande par Paul Kagame les 18 dernières années de Joseph Kabila. Ici, nous l'avons prouvé et nous continuons de le prouver. Vous savez, lorsque cette guerre se faisait, depuis qu'elle a commencé en 1996, en tout cas, si le Rwanda a pris beaucoup de temps pour prendre la ville de Goma, c'était 2 semaines. Toutes les autres fois, la ville était prise, Goma et Bukavu, au bout de 2 jours. Et d'un jour, et d'ailleurs le Rwanda venait en marche de santé, c'était un panier, il pouvait entrer et en sortir comme il voulait. C'est pour la toute première fois, et pour vous dire que c'est une république qui s'affermit, que ces barbares ont passé 4 ans à se battre pour atteindre la ville de Goma et ils ont péri comme des mouches. C'est pour la toute première fois. C'est pour vous dire que lorsque quelqu'un vous dit que la RDC n'a tout simplement pas de moyens pour tenir face à cette situation, c'est une illusion qui s'est faite. C'est aussi un problème de manque d'information. Nous sommes un État responsable, nous avons un pouvoir responsable, un pouvoir démocratique, et nous savons ce que nous faisons. Nous le faisons et le président de la République en a toute conscience qu'il le fait dans l'intérêt des Congolais et des Congolais parce que l'objectif c'est de sortir une fois pour toujours de cet esclavage qui a été consenti par certains personnages qui ont été propulsés de manière très accidentelle aux commandes de ce pays. Cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Vous avez une histoire qui change, vous avez un président de la République qui est conscient de responsabilités qui sont les siennes comme représentant légitime de ce peuple parce qu'il vient de ce peuple et il fait ce travail, qu'il s'agisse du travail au plan diplomatique, qu'il s'agisse de l'organisation de notre résistance et riposte sur terrain. C'est un travail qui s'est fait bien par rapport à ce que nous avons vécu avant son arrivée. C'est fait bien, nous vous le concédons, mais c'est quand même très fort hein, comme propos. Oui, mais des congressmen qui parlent même, qui titillent un peu le pays par rapport à la gouvernance. Il parle des problèmes de corruption, c'est un député qui sont innommables parce qu'il dit que cette corruption, on peut la trouver seulement en enfer, pas dans un pays normal. C'est un député comme moi, un élu de son peuple, le peuple américain, comme moi je le suis pour le peuple congolais. La corruption, on en parle aussi aux États-Unis. Il y a des choses qui se racontent aujourd'hui. J'ai suivi les membres du Congrès, ceux du Parti démocrate américain, qui ont révélé il y a 2 ou 3 jours à propos des élections intervenues récemment aux États-Unis,
que la corruption qui s'y est déroulée n'a été vécue nulle part au monde, parce qu'ils accusent des opérateurs économiques d'avoir acheté carrément le pouvoir au plus des... Ça, c'est la guerre des politiciens, démocrates, républicains. C'est la guerre des politiciens, c'est aussi des opinions d'un député. C'est que moi, je sais ici, parce qu'il faut parler de la corruption et de la gouvernance, et que j'ai besoin toujours de quelqu'un qui vienne me dire le contraire. C'est que nous avons dans ce pays, le même ici dirigé pendant 18 ans par Joseph Kabila, qui n'a pas pu franchir la barre de 5 milliards de dollars de budget, et ça vous le savez, et qu'en une année et demie de gouvernance de Félix Tshisekedi, ce cap a été franchi pour que l'on parte de 3 milliards de dollars américains d'un budget apparent qui n'était pas réel en effet, à 16 milliards de dollars. Ça, c'est une évidence indubitable. Et les conséquences de cette ascension fulgurante, cette progression budgétaire et de notre fiscalité plus que jamais révolutionnaire, sont vécues. Elles sont vécues dans la réalisation des infrastructures très sérieuses, des routes, c'est que les 18 ans de Kabila n'ont jamais fait. Vous avez des routes aujourd'hui dans ce pays très viables qui sont fréquentées, Sakanya, Mukambo, vous avez des routes Boma, Mwanda, vous avez des routes Sinkin, Tchela, et vous avez des routes Mujima et Mwendi, toutes des routes modernes. Je vais arriver à Kinshasa. Et ça s'est traduit dans les faits. Vous avez des écoles, on en compte plus de 3000 et c'est vérifiable. C'est pour la première fois que ça s'est fait dans ce pays depuis notre indépendance. Ça s'est traduit dans les faits. Vous avez dans ce pays, et je le rappelle, je veux que quelqu'un vienne me dire ici le contraire. En 5 ans seulement, Félix Tshisekedi, lui, a réussi à construire 5 universités. Je parle de 5 universités. Et il est le seul à le faire depuis que les Blancs sont partis de ce pays en 1960, après les 3 universités qu'ils ont laissées à Kinshasa, à Kisangani et à Lubumbashi. Donc ça, c'est des choses qui sont des choses exceptionnelles, qui prouvent que le travail a été fait, que la corruption, lorsqu'on en parle, c'est tout à fait logique qu'on en parle, parce qu'elle a été pire qu'aujourd'hui, seulement qu'aujourd'hui, nous avons un régime transparent qui a choisi d'en parler lui-même. Et si je comprends bien, la question de gouvernance, c'est un faux problème. C'est nous qui avons, d'après vous, c'est nous qui avons ressuscité l'IGF. C'est nous qui avons créé une agence de lutte contre la corruption. Parce que nous voulons que la corruption, on en parle, que ça ne soit plus un tabou. Lorsque ils ont dirigé ce pays-là, même s'ils ont des leçons honteuses à donner aujourd'hui à la République, lorsqu'ils ont dirigé ce pays-là, on ne pouvait pas citer ce mot à la RTNC, sinon tu serais limogé à la minute qui suivait. Tu pouvais te permettre, dans ce pays-là, géré par l'AFDEL et le PPRD, de poser la question à un responsable étatique comme moi sur la corruption. Tu ne pouvais pas le faire. Sinon, après, tu partirais d'ici. Mais nous avons permis qu'on en parle, parce que ça ne doit pas être un sujet tabou, il faut qu'on en parle. C'est nous qui avons mis en place les instruments qui permettent que la corruption soit dénoncée, parce que nous n'en voulons pas. Le président Tshisekedi la combat. C'est ça notre stratégie de choses. Aujourd'hui, vous savez, on parle de cette gouvernance. Allez, faites un tour à l'office des routes. Vous pouvez trouver des statistiques. Par exemple, sur l'implantation et la construction, la réalisation des ponts dans ce pays ici. De statistiques que vous pouvez trouver depuis 1960, où vous pouvez reculer un peu plus loin, à l'arrivée des Belges jusqu'aujourd'hui, qu'on vous dise combien de ponts ont été réalisés dans ce pays jusqu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi, et combien ont été réalisés en 5 ans. Professeur, nous vous les concédons. Je comprends que la question de gouvernance, selon vous, c'est un faux problème, parce que vous faites la comparaison par rapport à l'ancien régime. Et c'est clair, c'est clair. Il n'y a pas, moi vous allez me le prouver, j'attends toujours que quelqu'un vienne ici, sur ce plateau, avec des éléments statistiques qui me disent quelle est cette gouvernance avant Tshisekedi qui a pu faire ce que Tshisekedi a fait en 5 ans. Donc la sortie médiatique de Ronny Jackson, le congressman américain, après ça, c'est un point de vue d'un citoyen. Il n'a pas été bien briefé. J'ai retenu que nous sommes une société démocratique. Nous n'avons eu aucun intérêt d'approcher un élu américain pour laver son cerveau, pour le soudoyer, pour le corrompre, pour mettre des choses dans sa bouche. Si je comprends bien, là où il est parti ailleurs, c'est des pratiques récurrentes. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne
Mais je sais que nous ne sommes pas dans ça. Il est venu, il a été reçu. Et un homme libre, il a été reçu dans le protocole. C'est tout. Il est parti. Il aurait demandé de savoir un peu plus de ce qui se passe au pays. Il en aurait la liberté parce qu'ici, c'est une démocratie, ce qui n'est pas le cas au Rwanda. Ici, il a rencontré les évêques, n'est-ce pas? Il a rencontré l'opposition, il a rencontré les faiseurs d'opinion et il a rencontré pratiquement tout le monde. Il a rencontré tout le monde. Mais au Rwanda, on ne vous montrera pas une seule photo de ce sénateur avec un politique. Et surtout pas l'opposition parce que ça n'existe pas au Rwanda. Donc c'est pour vous dire que ces comparaisons et des choses que lui raconte ne nous impressionnent du tout pas parce que les évidences sont là. Et vous, la presse, vous êtes là pour le dire. Professeur, nous allons parler autre chose dans ce magazine, dans cette émission. Question d'actualité. L'actualité, c'est la diplomatie qui est aujourd'hui fort saluée. La diplomatie classique qui est menée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, Thérèse Kaikwamba. La brave, je tiens à lui jeter des fleurs. D'autres l'appellent même la Wazalendo. Bien sûr. Et est-ce qu'on peut dire que ces succès diplomatiques récoltés sur le terrain est amplement suffisant pour nous ramener la victoire si militairement on ne sait pas la voir? D'abord, il faut noter que c'est des retombées du travail que le chef de l'État réalise depuis son arrivée au pouvoir. Beaucoup de gens ont péroré sur les voyages du président de la République. Nous étions un pays totalement étranglé. Nous étions un pays qui n'existait plus sur la scène internationale. Moi, j'ai eu l'occasion de participer aux conférences académiques très importantes où des étudiants en doctorat, lorsque je me suis présenté comme Congolais, ils n'ont même pas su où se trouvait le Congo. Ça, c'est des choses vécues. Là, c'est dans quel pays? En France, ici. Vous êtes en France, vous êtes avec les étudiants, vous vous présentez comme Congolais, ils ne savent pas le Congo, c'est où. Et ça, c'est ça le Congo que ces donneurs de leçons ont géré pendant 22 ans. Il n'y avait pas une ouverture diplomatique vers le monde. Il n'y avait rien, le pays était sur les bancs de touche, c'était un pays effacé, rayé de la carte. Et le président Tshisekedi a remis ce pays dans le concert des nations. Ça, c'est extraordinaire. Ça a été le fruit d'un grand travail et de grands sacrifices parce qu'il y a des gens qui pensent que voyager, c'est une partie de plaisir, c'est l'un s'en faut. C'est un grand travail, c'est des risques importants que le président de la République a pris pour ramener ce pays dans le concert des nations. Et aujourd'hui, nous avons une ministre extraordinaire des Affaires étrangères qui fait ce travail avec abnégation, avec tact, et avec beaucoup de maîtrise. Mais seulement la résolution concrétise des choses importantes que le président de la République a dû faire de tout ce temps. Professeur, et que ce travail est en train de prouver que le Congo est revenu, ce grand Congo est de retour. Et ce travail est en train de prouver que le grand Congo est de retour, professeur. Seulement la résolution 2773 qui venait d'être votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies peine à être appliquée. Comparativement à celle de 2012, la résolution 2068, aussitôt votée, quelques jours après, on a sommé les troupes du M23 à quitter les sols congolais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'il y a dans le système des Nations Unies, le système de sécurité des Nations Unies, des étapes. Lorsque le Conseil de sécurité agit, il y a même des doctrines qui vous disent qu'il y a 125 étapes pour arriver à l'usage de la force comme moyen pour contraindre une partie comme les terroristes du M23. Vous voulez dire que ça va prendre beaucoup de temps ou comment passer? Pas forcément. Lorsqu'on dit 125 étapes, parfois de l'œil de non-initiés, ça pourrait prendre des siècles. Parfois, c'est des étapes qui sont franchies en une journée. Il est arrivé des circonstances dans ce monde où en 2 jours, 4 résolutions du Conseil de sécurité avaient été adoptées et puis le Conseil de sécurité est passé à l'acte ici. Moi, je considère que nous avons une résolution qui a l'avantage déjà dès le début de se fonder sur le chapitre 7. Ça signifie ce chapitre intitulé « Action en cas de menace à la paix » ou de la sécurité internationale. Et à partir du moment que le départ, c'est ce chapitre 7,
vous avez bien suivi les interventions des différents membres du Conseil de sécurité qui martèlent que si des avancées notables ne sont pas constatées, il est nécessaire d'avancer vers les étapes suivantes. J'étais beaucoup plus intéressé par la position du groupe africain prise par la Sierra Leone lors de la dernière réunion. Vous savez que c'est le groupe africain qui a été très réticent à avancer sur cette démarche d'accentuer les méthodes pour mettre fin à cette crise. Cette fois-là, j'ai entendu de la bouche des représentants de la Sierra Leone l'exigence selon laquelle il faut que le Conseil de sécurité prenne des mesures supplémentaires et qu'on avance, parce qu'il a, comme vous et moi, constaté que le Rwanda n'avait pas commencé à exécuter cette résolution. Il faut dire aussi que il y a un peu à côté de cela, c'est le rôle que les pays africains jouent, devaient jouer dans tout ça. Il y a bien sûr ce souhait que tout le monde aimait de voir des solutions africaines aux problèmes africains, et que les Africains sont plus penchés à voir la solution être trouvée par des mécanismes plutôt régionaux que ceux du Conseil de sécurité. Quoi qu'il en soit, nous, c'est de ce choc, nous voulons que les solutions soient trouvées. Les initiatives le plus qui important ramènent la paix sont les bienvenues en 2012, exactement, cette résolution est prise dans le cadre d'une brigade d'intervention et dont la mission était strictement celle-là. Ici, nous avons une partie de demandes contraignantes, mais aussi des mesures de recommandations. Et lorsque les recommandations sont formulées dans la pratique du Conseil de sécurité, il y a toujours une petite période d'évaluation afin que le Conseil de sécurité avance sur des contraintes nécessaires à la résolution de la crise. Donc, nous sommes positifs. Je crois que l'évaluation d'hier est une étape importante et nous passerons à autre chose. Et ça, on peut y croire. Et l'évaluation dont vous parlez, donc, c'est la réunion du Conseil de sécurité de jeudi, jeudi dernier, qui a tablé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Professeur, nous voulons parler du rôle qui est le vôtre. Vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale. Maintenant que je vous parle, le président du Sénat est en tournée en Europe. Il est en train de rencontrer ses homologues présidents des chambres pour booster un peu la mise en œuvre de la résolution 2773. Votre commentaire? Nous sommes en train de faire ce que le Rwanda a fait pendant ces 30 ans. Il était partout pour coudre de mensonges sur le Congo et ses richesses, que pendant ce temps, le Rwanda avait interdit à nos dirigeants de participer à des activités où le Congo s'exprimerait. Interdit, c'est très bien fort. Sûr que oui. J'ai dit que la RDC, c'est un pays souverain. C'était une préfecture qui était installée ici, et vous le savez. Le Rwanda avait interdit, comme il vous avait interdit à vous de parler de ce qui s'est passé. Je vous ai dit que NDG a démissionné cette maison parce que il a osé citer le Rwanda et Kagame comme agresseur du Congo. C'est là parce que dans notre politique étrangère, était interdit autant que le pays était géré par une préfecture rwandaise ici. C'était tout à fait normal. Et aujourd'hui, nous sommes sur tous leurs pas. Nous sommes sur tous leurs pas. Nous sommes partout avec eux pour dire le contraire de ces mensonges qu'ils ont construits pendant 3 décennies. On les suit. C'est là qu'il faut situer la mission de on les suit. du président Sama Lukonde. J'étais à Bruxelles, j'étais à Paris, j'étais avec eux à Cuba, j'étais avec eux à Erevan. On se suit partout pour dire à tous ces gens à qui ils ont menti que le Rwanda, c'est un prédateur de minerais. Le Rwanda n'a pas de gouvernance. C'est un petit pays sous perfusion internationale qui vit de l'aide internationale et qui vit du pillage des ressources au Congo. Il n'y a pas de gestion au Rwanda. Le Rwanda n'est pas une nation civilisée. Le Rwanda n'est pas une démocratie. Et le Rwanda ne connaît pas les notions de droits de l'homme. Et tout cela, tous ces mensonges, parce que souvent, vous avez ce Kagame qui a une promptitude à parler de ce qui s'est fait au Congo. Le Congo qui est une nation normale, gouvernée de manière civilisée, alors que là, chez eux, on ne parle pas. Je vous ai donné l'élément ici du sénateur
américain qui s'est contenté de rencontrer l'empereur et puis c'était fini. Ici, on l'a laissé aller partout comme il le souhaite très bien parce que nous sommes une démocratie. Donc, nous sommes en train de donner cette vraie version de la réalité de ce conflit, mais aussi de la réalité rwandaise, qui est ce pays qui a été faussement présenté comme une gestion modèle en Afrique, alors que c'est une prédation honteuse d'une autre ère. C'est un petit pays qui vit sous perfusion. C'est là que moi je veux voir comment le Rwanda dit qu'il n'a pas peur de sanctions internationales. Quand vous dites sous perfusion, ça veut dire? C'est un petit pays qui ne vit que de l'aide internationale. Il n'y a rien là-bas. Ah, c'est que vous qualifiez de perfusion. Il n'y a rien là-bas. Alors, j'ai entendu le président Kagame dire qu'il n'a pas peur de sanctions internationales. Nous les souhaitons bien que ces sanctions... Surtout si c'est pour des questions existentielles. Que ces sanctions se concrétisent et que l'on voit comment le Rwanda va tenir 2 mois. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très facile. Les rencontres de Kigali et de Doha, les rencontres, vous avez vu que ce n'est plus l'orgueil qui a caractérisé l'homme lorsqu'il a été invité à participer au sommet de Luanda. C'est un monsieur qui a compris que son petit jeu qu'il pensait être de l'intelligence a été découvert de tous. Et maintenant, nous sommes dans une phase où nous, on ne lâche pas parce que lui montre qu'il est déterminé à faire. Et nous sommes ici dans notre pays. Nous le défendrons diplomatiquement, nous le défendrons militairement parce que ici c'est chez nous. Professeur, nous sommes en train de terminer cette émission. Nous prenons la dernière partie de cette émission consacrée justement aux aspects politiques internes. Je voudrais dire, commençons par les consultations qui ont démarré le lundi de cette semaine sous l'égide du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Ebérand. La classe politique congolaise est en train d'être consultée en vue de la formation d'un gouvernement de cohésion d'union nationale. Comment vous entrevoyez l'avenir par rapport à tous ces contacts? Non, c'est d'abord le vœu du chef de l'État. Vous savez que nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Mais en même temps, nous avons à l'Assemblée nationale une majorité acquise au président de la République. Nous, en sciences politiques, on qualifie ça de couplage. Ça signifie que le président de la République tient en même temps le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif parce que la majorité, il est sa majorité. Et donc, lorsqu'il estime qu'il est nécessaire pour beaucoup plus de cohésion, comme il a dit, de s'ouvrir à d'autres forces, il n'aura rien enfreint de nos principes constitutionnels. Et c'est comme ça que s'ouvrir à d'autres forces, notamment l'opposition politique. C'est ce qu'il le souhaite. Lorsque on est opposition et qu'on accepte d'entrer au gouvernement, on adhère à la majorité. Donc, c'est pas que nous allons vivre une cohabitation. J'ai déjà rappelé que ça n'existe pas dans notre constitution. Les opposants qui souhaiteraient bien tenir la main tendue du président, ils s'engagent à accepter ses politiques publiques et ses lignes diplomatiques dans ce qui se passe au Congo, et puis ils vont faire route ensemble. Le pays, il est notre pays. Pour questions d'intérêt national, pour des questions vitales du pays, ils peuvent rester opposants, mais tout en étant dans le gouvernement. On ne reste pas opposant. Et là, on cohabite. On ne reste pas opposant tout en étant au gouvernement. Je déjà rappelé comme enseignant que notre constitution ne prévoit pas la cohabitation. C'est une différence fondamentale avec ce qui se passe dans la constitution française. Chez nous, on est de la majorité ou on est de l'opposition. Lorsque on est de l'opposition, on reste en dehors de la gouvernance et la majorité gouverne parce que la Constitution a souhaité que le président de la République et le gouvernement aient la même politique nationale, à la différence de la France, où la politique de la nation est définie par le gouvernement qui l'exécute. Il peut la définir seul et l'exécuter seul sans le président de la République. Chez nous, c'est impossible parce que la Constitution lie les deux. Le président de la République et le gouvernement doivent définir la politique de la nation bien qu'elle est exécutée par le gouvernement. Ça signifie que qui décide d'entrer au gouvernement a décidé de rompre avec l'opposition et il a adhéré aux politiques définies par
Le président Tshisekedi, on avance, la nation nous appartient à nous tous. Jean-Claude Chumbaye, honorable, vous êtes professeur de Sciences Po, c'est le cas de le dire, et en même temps de droit, vous avez beaucoup de casquettes, hein? Professeur des sciences politiques, administratives, en même temps professeur de droit. Parlons un peu de la reconfiguration de l'Union sacrée pour la nation. Le présidium est passé de quelques membres, 5-6, à 40 membres. Malgré que ce présidium a été reconfiguré, mais les frustrations persistent toujours. Ouais. Non, ça c'est non seulement que c'est la décision du chef de l'État, lui-même qui est le chef de l'Union sacrée, mais aussi que c'est une logique implacable de la préélection. Le présidium avait été constitué de 6 membres avant les élections, et que maintenant nous sommes allés aux élections et que les forces se sont reconfigurées. Vous avez au sein de l'Assemblée nationale des gens qui ont amené 20 députés, qui ont amené 25 députés, 30 députés, et ils ne vont pas accepter que un groupe de personnes qui étaient dans ce présidium avant demeurent, alors qu'ils représentent aussi désormais une opinion irréfutable, une opinion non la moindre. C'est un jeu politique normal, parce qu'en politique, personne n'est venu accompagner personne. Si il y a des gens qui estiment qu'ils sont allés aux élections et qu'ils ont amené une force représentative, quoi de normal qu'on leur ouvre la porte du noyau où les décisions de la majorité se prennent pour qu'ils participent à ces décisions, parce qu'ils en ont la vocation et ils représentent une opinion. Donc, on ne peut pas rougir pour ça lorsque on est démocrate. On ne peut pas imaginer que c'était des sièges statutaires comme au Conseil de sécurité des Nations Unies, où on est membre de l'Union sacrée, même si on n'a plus que 2 députés, plutôt membre du présidium, même si on n'a plus que 2 députés, on demeure membre du présidium, alors que les gens qui ont 25 députés doivent vous regarder, vous. Mais professeur, dites-moi, je ne veux pas entrer dans les secrets qui ont milité pour le choix des uns et des autres. C'est le rééquilibrage. Comment expliquer, par exemple, une autorité morale d'un parti politique, il se trouve avec un cas de son parti au sein du président. C'est le rééquilibrage, d'abord, qui tient compte de nouvelles configurations politiques au sein de l'Assemblée nationale. C'est justice. C'est ça la politique. Moi, je ne trouve pas normal que quelqu'un se fâche parce que les gens sont allés aux élections et que les autres ont gagné autant de sièges et que lui trouve qu'il doit demeurer leur chef. Ça ne se fait pas comme ça. De deux, nous avons librement adhéré à la charte de l'Union sacrée. Dans cette charte, il est dit que le présidium est constitué de personnes représentatives de poids politique en vertu de ce qu'ils ont amené comme moisson, mais aussi des personnalités désignées par le président de la République. Alors, ces personnalités sont, à ce que je sache, des personnalités politiques. Parce que c'est des personnalités politiques, elles appartiennent à des partis politiques. Si toi, tu es chef d'un parti politique et que tu as accepté le principe que dans ce présidium, que le chef de l'État désigne il est arrivé qu'il y ait des personnalités que le chef désigne et qui bien sont sûr, sans le consentement de l'autorité morale. Mais nous avons signé la charte. Nous avons signé la charte. Nous avons accepté que le chef désigne des personnalités dans son pouvoir discrétionnaire. Bien sûr. Mais il faut qu'on soit cohérent. Nous avons décidé que le chef de l'État lui-même, qui est la haute autorité de référence de l'Union sacrée, désigne des personnalités qui vont siéger au présidium de l'Union sacrée. Et si ça tombe que ces personnalités désignées soit pour raison d'équilibre géopolitique, soit pour raison d'équilibre genre, tombent dans l'un ou l'autre parti politique, pourquoi en faire un problème? Si réellement nous sommes fidèles au président de la République et que nous lui faisons confiance, pourquoi en faire un problème? Ça, c'est des choses que nous pouvons transcender parce que nous nous sommes engagés en amont et au préalable. Nous avons accepté que le chef de l'État ait cette prérogative-là. Et si ça pose problème, moi je crois que le présidium de l'Union sacrée est là. Il ne sera plus constitué autrement, c'est impossible. Parce que les nouvelles forces ont le droit d'y siéger. Si le noyau qui a dirigé ce présidium avant les élections pense qu'il doit demeurer, c'est une illusion.
C'est une illusion. Tout le monde est là pour le chef de l'État. Les gens doivent comprendre qu'il y a eu élection. Les forces ont changé. Et désormais, en vertu de quoi, par exemple, je prends un petit exemple. En vertu de quoi quelqu'un qui a 27 députés, comme Mme Fifi Masuka, doit rester sur les bancs en train de vous regarder, vous qui avez 19 députés devant elle. Et qui est dans les précisions. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. En vertu de quoi quelqu'un qui a 28 députés va lui s'asseoir sur le banc, vous avez 17 députés pour le diriger. Nous sommes en politique. Donc c'est les rééquilibrages de forces politiques en présence. C'est tout à fait normal désormais que tous ceux qui ont travaillé et qui ont... Parce que en fait, l'équilibre, c'est quoi? Ça s'exprime en termes du vote exprimé par la population. Lorsque vous allez à la CENI, vous verrez que la CENI a publié le seuil. Dans le seuil, par exemple, vous trouverez que l'IDPS a réalisé 1 200 000 voix. Après l'IDPS, vous verrez par exemple que tel parti a réalisé 800 000 voix. Tel parti a réalisé 600 000 voix. C'est ça l'adhésion populaire, c'est ça le poids politique. Et lorsque vous pensez que vous êtes assis sur des chaises statutaires, parce que vous êtes président, vous l'avez été par cooptation aussi, il faut le dire, du chef de l'État avant les élections. Et désormais, il y a eu élection, il y a eu une charte qui a été adoptée, les principes ont été mis en place. C'est le poids politique. On ne va plus vous laisser comme ça trôner sur les gens alors que vous ne représentez plus que ce que les autres représentent. Je comprends, c'est les rééquilibrages en raison de force en présence. Nous sommes en train de terminer cette émission, professeur, par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est du pays, une situation qui ne fait que se dégrader au jour le jour. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est l'homme de la situation aujourd'hui? C'est l'homme de la situation, il n'y en a pas deux. Je vous ai dit qu'il faut vous asseoir froidement, faire la comparaison entre Tshisekedi et tout ce qui a existé avant lui. Faire un petit bilan de 5 ans de gestion de Tshisekedi et vous prenez les 5 ans depuis notre indépendance. Si avant, on n'a fait que détruire ce que les Belges ont laissé, depuis l'arrivée de Tshisekedi, on ne fait que construire ce qui a été détruit. Ça la différence. Ça la différence, on construit des aéroports. Vous avez suivi Madame la Première ministre. Elle a répondu à la question sur le GoPass. Elle dit qu'on continue à payer les Pendant pratiquement 20 ans, on paye ce GoPass. C'est une taxe autorisée par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Donc, un pays en difficulté avec ses infrastructures aéroportuaires peut demander l'autorisation de l'OACI pour instituer cette taxe-là afin d'améliorer ces installations aéroportuaires. Ce que nous avons fait, on a obtenu. Mais depuis qu'on a institué ce GoPass, moi j'avais appris que l'argent partait dans la construction de l'aéroport de Kalemi. Kalemi où je suis passé dernièrement, cet aéroport n'est même pas semblable à l'aéroport de Chikapa, qui n'a jamais connu un moindre effort de construction depuis son existence. Et tous les milliards de dollars perçus sur les paisibles congolais sont partis dans cet aéroport de Kalemi qui n'est pas construit. Les gens qui me suivent à Kalemi savent. Et donc cet argent, des individus qui ont géré ce pays, se sont partagés cet argent comme ça, lorsque vous parlez de la corruption. Et qu'aujourd'hui, Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Non seulement qu'il continue de payer les dettes parce qu'ils ont même hypothéqué cet argent, donc vous le payez pour payer les dettes qu'ils avaient déjà consommées, mais Tshisekedi, c'est ce seul président qui construit les aéroports. Il a construit l'aéroport à Kisangani, on l'a inauguré. Il construit l'aéroport à Bunia, ça avance très vite. Il construit l'aéroport à Kananga, c'est très bien. Il construit l'aéroport à Mbujimaï, c'est très bien. Et ça, vous avez vu où? Ça, depuis que vous êtes né dans ce pays ici. C'est l'homme de la situation. C'est cet homme qui a habillé les militaires, nos militaires qui se battaient en brousse comme des chasseurs. Au lieu, aujourd'hui, sont habillés, casque, gilet pare-balles. Et par rapport à l'agression, c'est cet homme qui a triplé les soldes des militaires. Nous disons que ce n'est pas encore suffisant. Nos militaires méritent mieux. Mais c'est l'INI qui a eu ce courage de le faire. C'est ce citoyen qui a multiplié fois 10 le nombre d'enseignants mécanisés dans ce pays. C'est ce qu'il dit.
C'est cet homme qui, en 5 ans, a construit plus de 3000 écoles, 5 universités construites. Et si on me dit que lui ne serait plus l'homme de la situation, c'est lequel qui ferait mieux que lui? Professeur, nous terminons cette émission. Merci, je pense que le message est passé. Voilà. Le message est passé, c'est l'homme de la situation, d'après vous. Et quel est le Congolais sont nombreux de vous suivre. Nous allons terminer cette guerre, voilà, par la force ou par la diplomatie. Nous allons y mettre fin. Et le souci, c'est qu'on y mette fin définitivement, pas par des combines, comme c'était le cas avec l'AFDEL, CPP, PPRD. C'était des combines lorsque Kagame leur fait du chantage, ils entrent, ils font des combines, ils prennent des millions, ils versent, ils négocient tout ça. Nous allons la finir par la force. Mais ils sont nombreux les Congolais qui vous suivent, de tout le monde dans la caméra, les Congolais qui vous suivent à Bukavu, à Goma, à Walikale et partout dans l'est de la République démocratique. Peut-être un message d'espoir pour tous ces Congolais résilients. Nos compatriotes qui sont à Bukavu, à Goma, à Walikale, à Uvira, à Sake, où j'ai séjourné il y a peu, doivent savoir que le chef de l'État est avec eux. Il est avec vous. La nation congolaise est avec vous. Elle va vous libérer de cet esclavage qui a été longtemps préparé par des personnes qui ont par accident géré ce pays. Et le chef de l'État travaille nuit et jour. Il n'a pas de sommeil pour vous. Vous devez garder le sang-froid, demeurer résilient et résistant. Parce que cette situation, c'est une page sombre qui doit être tournée, cette fois-ci pour toujours, et qu'il ne reviendra plus dans vos vies. Et donc, il faut avoir confiance dans vos institutions, confiance dans le président de la République, confiance en vous-même et en notre société. Nous sommes une grande nation, nous resterons une nation unie et indivisible, et personne ne nous vaincra parce que c'est de nombreuses tentatives qui ont échoué. Celle-ci et la dernière, parce que c'est un Congo qui revient en force, c'est cette république devant laquelle tous les voisins vont venir demander service. Professeur Isaac Jean-Claude Tshilombo Moussaou, il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée nationale et haut cadre de l'UDPS, élu de l'UISA. Nous sommes dans la province du Kasaï central. Espérons vous retrouver dans d'autres tribus. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonne suite de programme sur votre télévision et à la prochaine.